Fontaine, ce génie de Molière, ce qui nous aide à vivre, ce qui nous donne la structure. Non mais Lucchini quoi. Ah oui, on est d'accord. C'est clair. C'est C'est vraiment un un génie. imposteur. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Avant tout, il faut être bien clair. Lucchini, c'est pas n'importe qui. Ça se devine pas forcément quand on a juste en tête les éléments de sa propre autobiographie, qu'il raconte à qui veut l'entendre sur tous les plateaux télé où il est invité. Ce truc qu'il a grandi à la Goutte d'Or à Paris, qu'il était apprenti coiffeur dès 14 ans. À 14 ans, on m'a mis avenue Montaigne, dans un salon de coiffure où on m'a parlé de permanente, de bigoudi, de brushing. Que du coup, il a épilé Marlène Jobert dans un salon de luxe. Je voyais des vedettes énormes. Je peux vous dire Marlène Jobert. Alors on mettait de la cire sur leurs cuisses et... Il y a aussi la rencontre avec Cochet, etc., etc. Cochet a mis en scène un Musset. Il y avait un acteur qui travaillait. Et Cochet a dit à l'acteur ce que l'acteur devait nourrir pour que la phrase prenne sa dimension. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris de quoi on me parlait. Ça, c'est des choses dont il parle souvent. Mais Lucchini, en réalité, c'est bien plus que ça. Et les gens du même âge que lui le savent bien. Quand ils le regardent, ils voient bien ce qu'il a été. C'est-à-dire un immense acteur de la nouvelle vague. Et surtout, l'acteur d'Éric Rohmer par excellence. À la fois léger et en même temps très angoissé, lunaire et très incarné. Je ne sais pas si tu as vu Perceval le Gallois, qui est quand même cultissime, mais il a aussi joué dans des films qui ont vraiment su saisir toute une génération, comme Les Nuits de la pleine lune par exemple, où on le retrouve avec voilà, sa diction très appliquée, avec son articulation très travaillée. On dit que je suis mondain. C'est pas vrai. Les mondains sont des gens qui vivent toujours dans le même cercle étroit de relations, qui vivent dans Paris comme dans un village. Moi, j'aime de plus en plus les endroits impersonnels, comme ici. Les cafés sans clientèle d'habitués. Noyé dans l'anonymat, ça m'inspire, tu peux pas imaginer. Lucchini, pour moi, c'est vraiment voilà, une époque du cinéma français qui avait le goût du texte bien écrit. C'est quelqu'un qui voilà, est tombé dans la littérature quand il était petit, ou adolescent en tout cas, et pour qui elle est devenue essentielle. Bien sûr. Je nie pas du tout le fait que ses intentions soient bonnes. Mais Lucchini, c'est pas qu'un acteur de cinéma. C'est aussi et avant tout un personnage de télé. Et maintenant un personnage d'internet d'ailleurs, vu le nombre de vues qu'il fait quand il passe et On n'est pas couché. Et je trouve que dans les émissions où il intervient, il a une façon d'introduire la poésie qui éloigne des textes plus qu'elle n'en rapproche. En fait, le rôle d'excentrique qu'il joue dans ses émissions, il participe à rendre la poésie inaccessible. Le centre de son numéro, c'est pas que le public s'intéresse sérieusement au texte, mais plutôt de faire rire aux dépens du texte. Dans le style oh là là, il est drôle, il dit des mots qu'on comprend pas, il est vraiment génial. En fait, on rit du fait que les textes qu'il dit sont étranges, et donc étrangers. C'est drôle parce qu'on comprend rien. Il rend les textes inaccessibles. Mais cette parole, elle est étrangère, ça c'est clair, et je dirais même plus, non seulement elle est étrangère par rapport au langage quotidien et banal qu'on emploie tous, mais surtout elle est étrangère par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend d'habitude à la télé. Il faut quand même admettre que à la télévision, il est le seul à dire des poèmes. Et ça nous change pas mal de l'énième émission politique avec des pseudo-spécialistes en tout genre. On a été habitués, je trouve, à entendre 100 000 lieux communs sur tous les sujets que les grands médias ont décidé d'aborder. Et quand Lucchini arrive, t'entends un poème de Paul Verlaine. Alors, il y en a certains qui rient, je pense par surprise, et il y en a d'autres qui ferment leur bouche et tout le monde écoute. À mon avis, quand il sera mort, il y aura plus personne pour prendre sa place. Ouais, franchement, sa place, est-ce qu'elle est vraiment au service de toutes ses œuvres? On l'invite à la télé justement parce que c'est un personnage de télé parfait. J'ai l'impression que tout est fait pour que la littérature soit juste une partie de sa panoplie d'excentriques. Son numéro, mine de rien, il consiste quand même souvent à dire des vers en verlan entre deux gros mots. Alors je trouve pas ça hyper subversif, tu vois. Le seul qui trouve ça subversif, c'est Laurent Gérard. En tant que personnage de télé, il est extrêmement remplaçable. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'il ait su durer aussi longtemps avec ce même personnage. Non, je suis pas d'accord et je trouve que tu es trop dur. D'abord, Lucchini, il restreint pas du tout son activité juste au plateau de On n'est pas couché. Et il le reconnaît très bien. Pourquoi voudrais-tu que je fasse un numéro ici gratuitement alors que mon théâtre est plein? Donc si j'ai besoin de faire un numéro, je me fais payer. Il est là pour faire la publicité pour son spectacle, pour séduire le spectateur et l'amener au théâtre, hors de la télé,
où effectivement, il sera possible pour le spectateur d'entendre des plus gros morceaux de Céline, de Nietzsche, de Rimbaud, etc., sans coupure pub en plus. Donc c'est évident qu'il surjoue, qu'il fait du Lucchini, comme on dit. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie devant une caméra. Alors qu'ils connaissent parfaitement le fonctionnement des médias, ça ne me surprend pas. Il sait bien qu'on l'invite à droite à gauche justement pour le voir s'enflammer. Mais je pense vraiment que quand il s'enflamme, il ne le fait pas d'abord pour le producteur de télévision, il le fait d'abord pour le spectateur. Qui du coup, au lieu d'écouter les journalistes de CNews type Pascal Praud, il écoutera un poème de La Fontaine. Et alors il se décidera peut-être à aller assister au spectacle de Lucchini. Oui, mais le problème c'est bien ça. Le spectateur n'entendra pas un poème de La Fontaine. Et tout le discours de Lucchini, c'est de faire croire le contraire. C'est-à-dire Déjà, je passe rapidement là-dessus, mais le poème n'est pas du tout dit par Lucchini comme il a été écrit, effectivement. C'est pas grave si c'est assumé, mais la partition, elle a changé. La diction si spéciale de Lucchini mange des syllabes, change les effets de rime pour en créer de nouveaux. Le rythme, la musique changent profondément. Alors, je dis pas que c'est pas une œuvre de valeur. Je dis juste que cette œuvre, qui est nourrie de celle de La Fontaine, est une œuvre de Lucchini. C'est une œuvre nouvelle. Bon, ça c'est une première chose. Mais il y a aussi le fait que le sens n'est pas le même. Car si la musique n'est pas d'époque, le public n'est pas d'époque non plus. On ne lit pas, on n'écoute pas, on ne reçoit pas La Fontaine aujourd'hui comme hier. C'est pas le même texte, car il n'est pas reçu, compris de la même façon. Et qu'est-ce qu'un lecteur, un texte sans la personne qui le lit ou l'écoute? C'est juste des taches d'encre bizarres sur du papier. Ce n'est pas du sens. D'autant plus que Lucchini accentue ça en refusant le commentaire érudit. Selon lui, non, il n'y a pas besoin de situer historiquement un texte qui dit des choses éternelles. Il n'y aurait rien à ajouter aux grandes œuvres. En tout cas, ce n'est pas son travail. Il faut juste leur prêter attention et on pourra communier avec elles dans leur éternité. Or pour moi, dire ça, c'est faux. Le La Fontaine éternel n'existe pas. On ne comprend plus du tout La Fontaine aujourd'hui, comme hier. Et répéter ces textes au public sans commentaire, entrecoupés de « c'est énorme, c'est hallucinant », c'est justement l'inviter à investir totalement les fables de La Fontaine avec toute sa subjectivité, comme un écran blanc sur lequel chacun projetterait ses propres représentations et ses propres névroses. Alors, attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire et lire La Fontaine sans commentaire historique. Non, ça c'est ce que font les acteurs tout le temps, et puis ils font ça très bien. Mais je dis, il faut juste accepter qu'on a un texte qui est très loin de celui qui a écrit La Fontaine, parce qu'on est nous-mêmes très loin de lui. Alors, c'est pas sûr que les commentaires réussissent à nous rapprocher de La Fontaine, mais au moins ils nous permettent de comprendre à quel point on en est loin. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est celui du lion amoureux, le super poème de Lucchini dit avec brio. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûre. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin, car outre qu'en toute manière la fille était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant renvoyer son amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents, ni griffes, le voilà comme plaf démantelé. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit très peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. C'est beau. Bien sûr que c'est beau, mais nous on vient après le romantisme, et ça a changé pour toujours notre rapport à l'amour. Et quand on entend l'histoire de ce lion amoureux qui meurt de façon injuste, on y voit naturellement des choses qui n'étaient pas initialement. Il y a ce lion qui n'est pas accepté par la société, qui nous fait penser à La Belle et la Bête. Ça nous évoque aussi
toutes ces histoires de monstres rejetés qui meurent par amour. C'est pas notre faute, je veux dire, on est né aujourd'hui. En revanche, quand il l'a écrit, La Fontaine ne pensait pas du tout à cette vision de l'amour, mais alors pas du tout, parce qu'elle n'existait tout simplement pas. Là, il y a un mur entre La Fontaine et nous, et ce mur, c'est le temps, qui a recouvert ce texte de tout un tas de significations. Bref, faire croire au public qu'on lui présente le texte nu, c'est faire en sorte que chacun voit en lui, projette en lui ce qu'il a envie d'y voir. C'est justement ôter au texte qui fait sa richesse, son altérité, sa différence. En somme, Lucchini alterne entre d'un côté une altérité radicale qui empêche le public de rencontrer le texte, car il est dit sur un plateau télé, et de l'autre côté, l'invitation du public à envahir complètement le texte avec sa subjectivité. Sans le vouloir, il invite peut-être à une rencontre manquée. Je suis pas d'accord, je pense pas que la rencontre soit manquée. Je pense plutôt, d'ailleurs, que ce que ça révèle, c'est que Lucchini témoigne d'une bien plus grande foi dans le texte que toi. D'abord parce que le spectateur lambda, il vit pas du tout l'écoute d'un poème de Lucchini sur le mode que tu décris. Il reconnaît bien qu'il y a le truchement de Lucchini, ça c'est clair, mais quand même, c'est une parole qu'il touche, c'est une parole qui suscite une émotion que, habituellement, la télé ne suscite pas. Et j'irai même plus loin, le commentaire érudit, lui aussi, comporte des risques. Par exemple, quand je visite une exposition Picasso, il y a déjà une émotion qui naît. Je suis déjà remué par la beauté singulière des tableaux. En revanche, celui qui se balade avec un audioguide à l'oreille, il fait fausse route. Il croit qu'il a besoin d'explications pour apprécier. C'est dingue. Et c'est une des critiques que je trouve il est bon de faire à une partie de l'art contemporain, où le discours est devenu central justement parce que le critère de la beauté a été relativisé. Par exemple, j'en sais rien, je vois des barbelés, des fils barbelés dans un musée. Bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et là, je vois que le petit texte accolé à côté de l'installation révèle que, en réalité, c'est une illustration du conflit israélo-palestinien. Bon. Franchement, je serais presque plus ému d'entendre un ami me parler du conflit plutôt qu'en voyant ces barbelés. Autrement dit, le commentaire qui entoure l'œuvre en est venu, je trouve, à marcher un peu sur les plates-bandes de l'émotion. Et c'est particulièrement dommage. Alors, donc, restituer l'altérité de La Fontaine, pourquoi pas, mais simplement déprécier ce qui se passe déjà à l'écoute d'un texte inattendu, je pense pas que ce soit la bonne direction. Peut-être, mais te tromper sur la source de ton émotion, je veux dire, ça a des conséquences. Aller écouter au théâtre du Rond-Point des textes exigeants, écrits par les génies de la vraie culture véritable, ça nourrit un certain orgueil, au lieu d'ouvrir à l'autre. Ce que je veux te dire par là, c'est que, comme par hasard, les génies, comme les appelle Lucchini, correspondent parfaitement au canon classique. Venir les écouter, ça serait en quelque sorte communier à la grande culture française et s'élever au-delà du peuple qui n'est pas capable de se poser 5 secondes en silence pour écouter un texte exigeant. Mais disons qu'il y a un début hard. Et je suis pas d'accord avec cette question de la confiance dans le texte. On ne peut pas entendre La Fontaine hors du temps qui nous sépare de lui. Le texte tel qu'il a été écrit n'existe plus, parce qu'il est recouvert de 1000 représentations. Il est même recouvert par le fait qu'on répète que La Fontaine était un génie. Et si Lucchini, au milieu du spectacle, disait un vers apocryphe de La Fontaine, et personne ne verrait la différence. Comme par exemple c'est le cas dans l'adaptation au cinéma de Cyrano de Bergerac avec Depardieu, où il y a certains vers qui ont été modifiés ou supprimés. Et je pense que si on acceptait que ces textes, par la façon que Lucchini a de les dire et la façon qu'on a de les entendre, sont des œuvres complètement nouvelles, ça empêcherait de nourrir un certain sentiment de supériorité. Et ça permettrait une rencontre plus riche, finalement, avec le texte de La Fontaine. C'est quand même important d'éviter que la culture soit un instrument d'orgueil social, non? C'est sûr, mais malheureusement, je pense qu'elle le sera toujours. En tout cas, je ne saurais pas faire comment éviter qu'elle le soit. Bon, le fait est qu'il joue que dans des théâtres privés où les places sont très chères. Enfin bref. Il n'empêche que Lucchini, à mon avis, c'est pas non plus un soldat de la bourgeoisie. Il n'en est pas non plus à faire l'apologie des manuels scolaires. T'as bien vu que dans son panthéon d'auteurs favoris, ils sont pas très nombreux. Il y en a plein qui manquent. Il n'y a pas Dumas, il n'y a pas Ionesco, il n'y a pas Nerval, etc. D'année en année, d'ailleurs, il revient un peu au même. Il le disait carrément, je ne sais plus où exactement, mais enfin bref, ça c'est fait pour nous séduire, c'est un peu une de nos marottes. Il disait « Je relis les auteurs comme un pianiste fait ses gammes ». Je travaille les mêmes textes, toujours les mêmes, comme des gammes inlassables. C'est vrai qu'il cherche encore quelle est la bonne façon de nous faire toucher ces textes. Et son attitude sur les plateaux télé depuis une dizaine d'années, elle a quand même pas mal changé. Mais je trouve que sa posture est belle. C'est vraiment le Perceval hyper naïf et en même temps passionné, dont la quête impossible fait justement de lui un chevalier.
il refuse que la littérature soit restreinte à ceux qui savent un peu resituer les auteurs dans leur contexte. Et par conséquent, je trouve qu'il touche tous ceux qui n'ont pas une âme d'universitaire. Je crois qu'il y a des tas de gens qui ont voilà, ni le goût ni la vocation des théories, et que de la même façon que notre propre approche touche ultimement un nombre limité de spectateurs, et ben son approche à lui, qui tire de Louis Jouvet, et ben elle est faite pour d'autres spectateurs. Eux aussi, peut-être en nombre limité, même si sans doute ils sont un peu plus nombreux. Ils représentent pour eux la porte vers une parole inattendue. Et je trouve que ça a énormément de valeur. Oui, c'est vrai que ça a de la valeur. Il n'empêche qu'à mon avis, il ne faut pas surévaluer l'existence de la littérature. Au fond, pour moi, il n'y a pas de livre, il n'y a que des lectures. Après, je te rejoins effectivement sur certains points. Lucchini donne goût au texte. Oui, et sa diction si particulière manifeste une révérence et un amour, au fond, qui me plaît beaucoup. Et sa façon de ressasser les poèmes sur scène, d'avancer lentement, ça invite à lire moins vite et à lire différemment. Et ça, c'est vrai que c'est cool. On pourrait peut-être en faire une vidéo, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, grave. Tu vas chercher la caméra? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi suivre toutes nos actualités, les événements auxquels on participe, à la fois sur Facebook, sur Twitter et sur le non moins démoniaque Instagram, où Redek a un compte sur lequel voilà, il poste essentiellement des photos de moi en train de bosser. À bientôt.